Il est 9h17, merci d'être avec nous avec Frédéric Mitterrand, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors il sait tout faire, hein. Il est écrivain, il est homme de cinéma, de théâtre, de télévision, animateur télé, ministre bien sûr de la culture entre 2009 et 2012. Et puis cet échange, cette conversation totalement libre, sans rancune et sans retenue aux XO éditions face à Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing qu'on va entendre de nouveau. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Bon, voilà. Alors ça, c'est le monopole. Non, mais ça, c'est la phrase célèbre. Non, mais on va entendre des extraits aussi de votre entretien dans un instant sur LCP. Mais on se remettait Valéry Giscard d'Estaing un petit peu entre les oreilles. Oui, en mémoire. Oui, bien sûr. Quelle image d'ailleurs, avant de venir peut-être sur votre livre, parce qu'il y a des choses quand même assez frappantes et très actuelles, je trouve. Justement aussi, dans ce qu'il disait. Quelle image, il vous laisse, Valéry Giscard d'Estaing, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps? Il me laisse l'image d'une grande solitude. Il était entouré par sa famille, par sa femme, parce qu'on a raconté beaucoup de choses, mais il aimait beaucoup sa femme. Il était donc pas seul vraiment, mais seul quand même, dans la mesure où il ne se sentait plus bien dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et en même temps, il continuait à l'analyser en permanence parce que c'était un politique, un grand politique qui s'intéressait évidemment à tout et puis qu'au fait, il n'avait pas dételé. Ce qui était fascinant, c'est que quand je l'ai rencontré, il avait 90 ans, 88 ans, et il était d'une acuité intellectuelle absolument fantastique. On le voit dans l'intelligence de cet homme, c'était incroyable. Alors, on lui a fait tellement de reproches. Ensuite, dont certains étaient raisonnables, et puis on l'a oublié. On l'a oublié alors qu'on vit aujourd'hui sur des acquis de Giscard d'Estaing qui sont extrêmement importants pour la société. Et en vérité aussi, on vit sur les acquis de son activité européenne. Je parle beaucoup de l'amitié qu'il avait, car il avait des amis, et il avait un ami surtout, qui était le chancelier Helmut Schmidt allemand, qui était tout le contraire de lui. Helmut Schmidt était un prolo, vivait d'une manière très modeste. C'était vraiment quelqu'un qui était à l'opposé de l'univers social, en quelque sorte, de Giscard. Et pourtant, c'était son ami. Mais ça en dit long sur notre société, parce que vous venez de dire quelque chose d'important, c'est qu'on l'a oublié, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec nos anciens, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de transmission, plus d'héritage, et c'est une nouvelle génération qui arrive, et on ne fait pas ce lien justement avec ces gens qui savaient et qui avaient occupé le terrain pendant des années. Eh bien, on a tort, et il le dit d'ailleurs. Alors pour lui, l'idée d'un déclin ou d'une décadence est complet. Moi, je pense, c'est pas tout à fait la même analyse, et je pense que c'est tout à fait réversible, qu'on peut encore se rétablir dans beaucoup de domaines, mais il avait ce sentiment-là. Alors c'était un peu aussi le sentiment d'un politique qui n'a plus accès véritablement au pouvoir, donc qui juge les choses un peu plus sévèrement. Mais il n'était pas amer non plus. C'était un esprit en alerte. C'était vraiment très très intéressant de parler avec lui. Et en vérité, notre entretien a duré plus longtemps que ce qui a été diffusé à la télévision. Et puis ensuite, on a continué à se voir. Et ce qui était très très curieux, c'est que moi, je m'appelais Mitterrand, j'étais quand même pour lui plutôt un mauvais souvenir. Et en fait, les choses se sont retournées. Et je suis devenu une sorte de chouchou. Il fallait que j'aille le voir ensuite, parce qu'il était mécontent si je venais pas le voir. Je venais le voir régulièrement, mais pas assez, je le regrette maintenant. Et un jour, je lui dis, mais monsieur le président, mais pourquoi est-ce que vous voulez me voir? Qu'est-ce que je vous apporte? Et il m'a dit, mais parce que vous m'apprenez beaucoup de choses sur aujourd'hui. Voilà. Ouais. Mais pourtant, c'est une amitié inattendue, puisque vous êtes quand même en 2000. Ça a mal commencé. Une doublement, d'abord avec votre oncle, mais après aussi avec vous. Oui, parce que je m'étais moqué de lui à la télévision, à la radio plutôt, et il m'a envoyé une lettre, mais glacée. Et voilà, comme un idiot, pendant 3 mois, je me suis baladé avec la lettre en me disant, je suis quand même un petit malin, etc. J'ai réussi à emmerder le président de la République, et l'ancien président. Et puis, progressivement, le remords a grandi, et je me suis dit, mais
qui suis-je moi pour... Quel idiot. Oui, quel idiot je suis. Et je lui ai écrit une belle lettre, et ça nous a réconciliés. Ouais. Alors en 2015, donc, puisque ça date de 2015, vous l'interrogez, c'est le début, hein, donc vous l'interrogez sur le livre de Houellebecq, qui parle en fait il adore Houellebecq. D'un déclin de la France. Et c'est là où il va plus loin, il dit non, un déclin c'est quelque chose d'un peu de passager, ou un certain facteur économique ou social. C'est la décadence. Oui, c'est là où on n'est pas d'accord. Bon, moi, je pense qu'il y a effectivement des éléments de déclin, mais que c'est réversible, qu'on peut vraiment faire quelque chose pour que ça s'arrange. Tandis que lui était évidemment plus... Mais vous savez, ça c'est aussi parce que c'est la génération de la guerre. Hein. C'est le dernier président de la période de la guerre. Hein. Et tous les gens qui ont vécu la guerre, et lui, il l'a vécu courageusement, puisqu'il a tout quitté à la fin de la guerre, il était tout jeune, et puis il est allé en Allemagne, il a failli à plusieurs reprises, d'ailleurs, mourir pendant les derniers soubresauts. Il raconte, il y a une anecdote notamment où il est dans un char... et le char qui est devant explose. Et donc, cette génération-là, avait une vision, j'allais dire, du tragique de l'existence que nous avons en quelque sorte perdu. C'est pour ça qu'il y avait toujours, peut-être avec François Mitterrand, quelque part un respect entre ces deux personnes. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup touché aussi dans cette... Parce que moi, je suis très très attaché à mon oncle. Hein. Je viens d'un autre monde que le monde de Giscard. Et en même temps, j'ai bien senti qu'il n'y avait plus d'animosité. Au fond, pour parler familièrement, il considérait que François Mitterrand et lui avaient boxé dans la même catégorie. Et que je l'ai battu, il m'a battu, mais il incarne l'idée du président. Et il y avait cette idée très forte chez lui qu'il fallait incarner la fonction. Et il considère que après lui et après Mitterrand, plus personne n'a vraiment incarné la fonction. Alors c'est pas très sympa pour Chirac, mais évidemment il était de toute façon totalement opposé. Vous savez, il y a vous y revenez d'ailleurs. La petite anecdote où Chirac dit entre deux portes à François Mitterrand. Il faut qu'on se débarrasse. Il est dangereux. Oui, il faut qu'on se débarrasse, il est dangereux, c'est une menace pour la France. Mais ils se haïssaient tous les deux, pour toutes sortes de raisons, et même des raisons personnelles, des raisons de pratiques sociales, etc. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que d'abord François Mitterrand le traitait avec beaucoup d'égards. Hein. Par exemple, quand il y a eu l'inauguration du musée d'Orsay, qui était quand même une grande idée de Giscard d'Estaing, François Mitterrand n'a pas hésité à lui rendre hommage, à l'inviter bien sûr pour l'inauguration et à lui rendre hommage. À cet égard, d'ailleurs, l'ancienne directrice du du musée d'Orsay vient d'être nommée au Louvre. Oui, Laurence Descartes. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Oui, et Martinez a bien fait le travail. Il est postulé à revenir. Moi, je suis très frappé de voir, dans les fonctions que j'ai pu exercer, j'étais très frappé de voir que, au niveau élevé de la fonction publique et dans le domaine culturel, on dispose en France. C'est pour ça que je vous dis que le déclin est irréversible. Nous avons des gens d'une très très grande qualité. Quand vous pensez à Laurent Bell, par exemple, l'homme qui a fait la Philharmonie de Paris, Envers et contre tout, vous avez là quelqu'un d'exceptionnel. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas Vous dites, donc c'est pas la décadence, mais non, mais c'est intéressant. On a le temps. On va pas passer une demi-heure évidemment là-dessus, mais quand même sur ce. Il y a un article excellent. Il y a un déclin de la France. Il y a un article excellent de Le Goff dans le Figaro il y a 2 ou 3 jours que vous devriez diffuser. On a déjà invité Jean-Pierre Le Goff. Qui est absolument formidable, qui explique très bien comme l'idée du pays s'est complètement dissoute en une multiplicité de particularismes. Et tout le monde réclame, et on a souvent raison de réclamer, tout le monde réclame, mais en ayant perdu le sens de l'intérêt commun, de l'unité et de l'intérêt collectif. Alors c'est pour ça que, et alors évidemment le Front National en profite, ce qui est quand même une chose très très angoissante, mais c'est vrai qu'on a perdu ce sens de l'unité, C'est pour ça que Emmanuel Macron a très bien fait, par exemple, de célébrer comme il l'a fait, de commémorer. Le terme est plus exact, le terme est plus juste, de commémorer le souvenir de Napoléon, par exemple. Il a eu raison. Il y a quand même une histoire de notre pays qu'il faut enseigner, qu'on n'enseigne plus.
plus bien, qui est quand même le socle sur lequel nous vivons tous. Et de quel que soit l'endroit dont on arrive. Hein, parce que la France, c'est aussi un melting pot. La France a été faite de tas d'apports étrangers. Que serait la France sans Picasso, hein, qui, je le rappelle, n'avait pas obtenu la nationalité française. Oui, c'est incroyable. Oui, hier, nous avions à ce micro Jean-Marie Roire qui disait il faut qu'on arrête de célébrer en permanence la République en France, parce que là, on est beaucoup sur la République, mais il faut qu'on célèbre la France, en fait, en tant que telle. Est-ce que vous le rejoignez un peu sur cette... C'est pratiquement le seul domaine dans lequel je le rejoins. Oui. Voilà. C'est déjà bien, c'est un lien. Est-ce qu'on a oublié que finalement, Valéry Giscard d'Estaing est un réformateur? Mais oui, on l'a oublié, on n'y pense plus, parce que vous savez, c'est toujours pareil. On réclame des choses qui sont de bon sens pendant des années et des années, puis quand on les a obtenues, on n'y pense plus, puisqu'on les a. Et à partir de ce moment-là, on l'oublie. En fait, la majorité à 18 ans, il y a toute une liste qui est dans le livre. Puis même les Quai d'Orsay, enfin voilà. On vit là-dessus. On vit sur l'apport de Giscard d'Estaing. Deux choses. On vit sur l'apport de Giscard d'Estaing pour la société, et je l'ai dit tout à l'heure, on vit sur l'apport de Giscard d'Estaing pour l'Europe. Et il croyait à des idées fortes qui rassemblaient les gens. Voilà. Eh bien, on revient dans un instant. Bougez pas, c'est le 0826 300 300. Vous voulez poser des questions à Frédéric Mitterrand qui est avec nous jusqu'à 10h. C'est le Grand Matin Sud Radio. Merci de votre fidélité. À tout de suite. Carrefour. Quelles sont les promos qui vous feraient vraiment plaisir chez Carrefour? Les promotions que j'aimerais retrouver chez Carrefour, ça pourrait être sur l'électroménager, parce que je pense que c'est plutôt cher. Eh bien, c'est carte blanche à vos envies chez Carrefour et Carrefour Market. Jusqu'à lundi, avec 30 € de remise immédiate, le robot de cuisine connecté multifonction Fagor est à 269,90 € seulement. Eh oui, vos envies deviennent nos promos. Carrefour. Référence FG 2605, quantité limitée à 15 000 pièces, détails et magasins participants sur carrefour.fr. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h32, merci d'être avec nous. Ce livre, cette très jolie conversation, une conversation libre chez Exo Édition qui s'appelle Sans rancune et sans retenue avec Frédéric Mitterrand qui est avec nous, merci. Et Valéry Giscard d'Estaing et vos appels au 0826 300 300. On peut on va écouter un extrait. On va écouter un extrait de ce documentaire, cette interview, cet entretien qui avait été diffusé sur la chaîne parlementaire LCP. Entretien donc qui date de juin 2015 et on va l'entendre sur les écoutes téléphoniques. Oui. J'arrive à l'Élysée et je dis les écoutes c'est terminé. Et on a totalement arrêté. C'est ainsi que j'ai jamais eu une écoute sur Mitterrand. Jamais montré quoi que ce soit sur les autres leaders politiques, jamais. Aussitôt après mon départ, je peux vous dire, on a recommencé. Bon, et ça c'est fascinant, hein, parce qu'effectivement, il n'écoutait personne. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas vu arriver l'histoire misérable des diamants, parce que c'était rien, l'histoire des diamants. Mais il ne l'a pas vu arriver parce qu'il n'écoutait personne. Enfin, il n'écoutait personne. Il y en a qui écoutaient pour lui, quand même, non ? Lui, il n'écoutait pas. Et il ne voulait pas le savoir. Et il avait interdit les écoutes. Vous savez, l'histoire des écoutes, c'est une chose très 4e République, en fait. Et François Mitterrand était aussi un homme de la 4e République. Donc, François Mitterrand écoutait beaucoup, lui. Hein, comme Chaban, comme ils écoutaient tous. Lui, il ne voulait pas de ça. Et c'était très étrange, parce que c'était un homme très conservateur, pour beaucoup de choses, et en même temps, très tolérant pour la vie personnelle des gens. Moi, j'avais écrit des livres qui étaient un peu compliqués. Il m'avait dit oui, ça m'a pas échappé, il s'en foutait complètement. Il était très, très incroyablement tolérant pour les, j'allais pas dire pour les mœurs parce que j'aime pas ce terme, mais pour la vie des gens. Voilà. Mais il avait aussi quelque chose, c'est qu'il ne s'impliquait jamais dans la presse, c'est-à-dire qu'à aucun moment il n'a jamais fait saisir un droit de veto. Dans l'histoire des diamants, il vous le raconte. Quoi. Tout le monde l'a incité à faire saisir le monde. Il dit on ne saisit pas le monde. Ça n'existe pas. Il a réfléchi à un moment, c'est ça. Et on ne peut pas saisir le monde, c'est pas possible. Et j'en vois un exemple avec, par exemple, tout ce qu'on dit sur le Rwanda actuellement. Oui. Avec le rapport très sérieux qui a été fait par un certain nombre d'historiens de qualité. Mais en vérité, il y a eu un tel pilonnage sur les réseaux sociaux par un certain nombre de journalistes qui est tel
que, en fait, c'est quasiment François Mitterrand qui a déclenché le génocide dans la conscience générale au Rwanda. C'est faux. C'est faux. Ce qui est fascinant, c'est de voir comme des idées fausses, martelées par tel ou tel groupe, des groupes qui font alliance en plus, des journalistes de gauche et puis des conspirationnistes, ou je sais pas, journalistes de gauche qui ne sont pas conspirationnistes. Mais enfin, il y a des espèces d'alliances objectives qui se font comme ça, qui font que des choses fausses deviennent vraies. Mais non, elles sont pas vraies, elles sont fausses. Et est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que pendant longtemps, on a voulu cacher en fait un peu les choses, de ne pas avoir de la transparence qui a suscité évidemment à chaque fois la curiosité, la défiance. La transparence, oui, la calomnie, non. Oui. Voilà, c'est comme l'eau ferrugineuse avec Bourvil. Oui. C'est ça. Et puis les réseaux sociaux avec ces raccourcis aussi. Tout le monde parle des réseaux sociaux sans cesse et du danger des réseaux sociaux. Eh bien, il est réel. Oui. Dans les réseaux sociaux, s'est développée une manie nationale abominable qui est la lettre anonyme. Oui. En fait, à travers les réseaux sociaux, on retrouve ce qui se passait pendant la guerre. On peut dire n'importe quoi sur n'importe qui avec des pseudonymes sans jamais être poursuivi. Et à force de pilonner, quand je regarde, moi, par exemple, j'ai jamais voulu la corriger. En ce sens, je suis un peu comme Giscard. Quand je vois le portrait qui peut y avoir de moi sur les réseaux sociaux, quand je lis la fiche Wikipédia, etc., je me dis, mais qui est ce type ? C'est pas moi. C'est pas moi. Bon, ben pourtant, c'est avéré maintenant. Mais est-ce qu'on ne doit pas intervenir quand même davantage ? Vous avez été ministre de la Culture. J'interviens avec vous. Non, mais oui, non, mais après, au niveau des autorités, pour réguler en fait un tout petit peu plus les choses. On a laissé faire pendant 15 ans. Mais aussi. Je me méfie de la régulation excessive. Moi, je pense au contre-feu. Je pense à être ce qu'on est très fortement et à le dire tel qu'on est. Et à un moment ou à un autre, les gens comprennent. Mais ce qui, moi, me frappe beaucoup, c'est qu'il y a à la fois cette puissance des réseaux sociaux, ces faussetés qui deviennent des vérités, et en même temps, alors là, vous voyez, je suis très macronien, en même temps, il y a, dans l'opinion, il y a quand même une certaine défiance par rapport à ce qu'on lui assène. Donc, c'est très ambigu, la relation. Et si on explique bien un certain nombre de choses auxquelles on croit fortement, eh bien, ce message-là aussi passe. Ouais. On va au standard avec Hervé qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Hervé. Oui, bonjour. Bienvenue. Bon, bah oui, j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que dit Frédéric Mitterrand. Bon, n'importe comment, c'est quelqu'un de toujours très intéressant. Merci. Non, mais je le pense, vu votre parcours et ce que vous avez fait, notamment avec les documentaires historiques, le fait de vouloir, si vous voulez, remettre l'histoire sur pied à l'endroit. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vous constatez un certain nombre de choses, notamment là sur la décadence, avec votre. Alors, c'est Giscard qui le dit, qui parle de décadence. Oui, d'accord. Mais alors, on est d'accord, mais le problème, vous avez parlé, moi j'y avais pensé, sur la transmission des connaissances, la transmission de l'histoire de France, y compris ses mythologies, mais vous avez dit quelque chose, moi, avec lequel je suis pas d'accord sur le melting pot. Moi, je crois que vous confondez la France et les États-Unis. Alors, on est d'accord sur l'apport d'un certain nombre d'étrangers, il n'y a pas de problème, mais les étrangers, quand ils venaient autrefois comme Picasso, ils s'assimilaient à la culture française. Ils ne la rejetaient pas. Et le problème aujourd'hui, si vous voulez, c'est que les élites ne voient pas que justement une partie des populations étrangères ne veulent plus s'assimiler à la culture française. Alors Hervé, là, je vous interromps, vous avez dit le mot clé, une partie. C'est-à-dire, c'est pas la majorité. Une partie, effectivement, quand on va dans les banlieues où on voit des jeunes qui sont français, qui ont toujours été français, qui ont pu bénéficier d'un certain nombre d'avantages du fait d'être français et qui aussi bénéficient, pas bénéficient, mais sont victimes malheureusement des difficultés sociales très très violentes qu'il y a dans les banlieues. Une partie de ces jeunes haïssent la France. Bon, ils la haïssent pour plusieurs raisons. La première, c'est que leurs parents ont généralement combattu la France autrefois avant de venir ici et finalement se sont insérés. Et c'est une manière aussi de se révolter contre leurs parents ou de considérer que leurs parents se sont trompés. Et puis, c'est une forme de contestation facile, mais où ils se retrouvent. Alors ça, c'est très grave et il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre ça.
par toutes les méthodes. Alors, quand ça devient la violence, il faut lutter par la répression. Et quand on peut enseigner les choses à travers l'éducation et à travers la télévision, il faut le faire. Oui, c'est ça. Parce que à Giscard, justement, vous lui posiez la question, est-ce que vous sentez bien, dans cette société française, donc actuelle, en fait, aujourd'hui, il vous répond à un non catégorique, quoi, parce qu'il dit, je la vois disparaître, la société française. Alors, parce qu'il voyait aussi disparaître le monde auquel il appartient, qui était un monde fait d'une très grande civilité, d'une courtoisie parfaite tout le temps, et donc effectivement c'est pas tout à fait le monde qu'il a. Par exemple, j'aurais aimé voir Valéry Giscard d'Estaing assistant au César, par exemple. Ouais. Il aurait été horrifié. Ah bah, la dernière séance des Césars, là, bah oui. Horrifié. C'était honteux ce qu'on a vu. Ouais. Et pour le cinéma français, c'était catastrophique aussi. Ouais. Hein. Est-ce qu'il aurait fait une vidéo avec McFly et Carlito, par exemple, les youtubeurs? Peut-être. Car il était très intéressé quand même par la jeunesse. Moi, ce qui est très, très amusant, très intéressant en tout cas pour moi, c'est que après avoir fait cet entretien, il souhaitait me voir régulièrement. Et un jour, je lui ai dit, mais pourquoi vous voulez me voir, Monsieur le Président? Vous avez d'autres activités. Il m'a dit, parce que vous m'apprenez des choses. Donc il était à l'affût. Donc il aurait certainement été content. Vous savez, on l'a beaucoup critiqué parce qu'il allait dîner chez les Français. On disait, il fait de la démagogie, etc., c'est ridicule. Ou parce qu'il a reçu les éboueurs à un petit déjeuner. Mais c'était injuste. En fait, il était vraiment à la recherche de ce que ces gens-là pouvaient lui apprendre. Quant aux éboueurs maliens, pour lesquels on l'a tellement moqué, on a négligé une chose, c'est que c'était un homme qui avait une véritable sympathie pour les Africains. Pour l'Afrique et les Africains. Et il en parle d'ailleurs, il en parle très bien dans le livre. Quand il dit, moi j'avais aucun rapport, aucun problème avec les Africains, parce que à un moment, je l'ai pas mis dans le livre, à un moment il m'a dit cette chose invraisemblable, il m'a dit, parce que nous sommes du même monde. Alors j'ai dit, mais attendez, les pauvres Maliens qui viennent vider les poubelles à l'Élysée, et vous, c'est le même monde? Oui, nous sommes du même monde. Nous croyons en même chose. La famille, l'ordre, le travail, le courage de ces gens-là. Et il était très très sensible à ça. Et moi, je trouvais ça à la fois juste et émouvant. Il y a un sujet qui est important et un débat qui revient assez régulièrement, c'est le sujet de la peine de mort. Oui. Que vous évoquez forcément avec lui, et qui est peut-être aujourd'hui l'un de ses plus grands regrets. Oui. Il aurait peut-être pas dû suivre. Moi, mon plus grand regret, c'est qu'il ne l'ait pas aboli. Oui. C'est que dans la démarche qui était la sienne, l'abolition de la peine de mort était logique. Et il ne l'a pas aboli. Et je pense... Sur les conseils d'Edgar Faure. Oui, sur les conseils d'Edgar Faure, qui était quand même... Qui était un homme... puis qui était un homme tellement intelligent et remarquable. Vous savez ce que disait Edgar Faure? Il disait, il y a 2 hommes qui auraient pu éviter la Révolution française. L'un, c'était Turgot, il est mort, et moi, mais je n'étais pas né. C'est la journée des imitations, j'adore. Et ça, chez lui, c'est un regret énorme. C'était pas un regret parce qu'il pouvait pas l'admettre. Il sentait que c'était une question vraiment centrale. Ensuite, lorsque nous sommes parlé beaucoup après, j'ai senti qu'il le regrettait, oui. Et pourtant, c'était un élan démocratique, c'est ce qu'il dit. La démocratie avait parlé à cette période. Alors là, il a pas eu je veux pas dire que c'était un homme qui était très courageux, mais il n'a pas eu le cran d'aller contre son électorat. Alors que François Mitterrand, une des premières choses qu'il a faites, aidé magnifiquement par Badinter, c'est de supprimer la peine de mort. Mais chez Mitterrand, dans cette obsession, dans cette décision légitime pour moi, d'abandonner la peine de mort, il y avait certainement le souvenir torturant de la période où il était ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice pendant la guerre d'Algérie, et où il a laissé envoyer plus d'une 50aine de militants FLN à la guillotine. Et je pense que c'était dans la vie de François Mitterrand, qui était un personnage très très complexe, mais où les émotions, les sentiments et les remords avaient leur place, je pense que ça a été une des décisions pour lesquelles il a... Et alors là où il a eu du cran,
c'est qu'il l'a dit dès la campagne électorale à l'encontre d'une grande partie de son électorat. Même une grande partie de l'électorat de gauche était pour le maintien de la peine de mort. Oui. Eh bien, allez, on revient dans un instant. Bougez pas. 0826 300 300. Vous avez des questions encore à poser à Frédéric Mitterrand. On est ensemble jusqu'à 10h. Radio, ils sont disponibles dès la fin de vos émissions ou de vos rendez-vous préférés. Retrouvez et écoutez vos podcasts sur sudradio.fr, l'application Sud Radio et les plateformes. Sud Radio en podcast, partout et quand vous voulez. Sud Radio, parlons vrai. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h48, vous avez encore quelques minutes pour nous appeler 0826 300 300 pour ce livre Frédéric Mitterrand face à Valéry Giscard d'Estaing, sans rancune et sans retenue. Cette conversation libre chez XO Édition. Et on va écouter un extrait justement de ce documentaire. Vous jugez que nous sommes en décadence, Monsieur le Président ? Sans aucun doute. Sans aucun doute. La question de savoir depuis quand, ça. Et la question beaucoup plus angoissante, c'est jusqu'à quand? Oui, jusqu'à quand? Alors, Frédéric Mitterrand. Oui, non, mais c'est ça. Il y avait l'impression qu'on roulait vers l'abîme. Qu'on s'enfonce, etc. Ça nous amène aussi un petit peu à la situation en fait actuelle. Moi, je répliquais, j'étais pas d'accord. Oui, vous n'étiez pas d'accord. Mais quand même, quand on voit aujourd'hui, alors vous avez parlé de cet article de Jean-Pierre Le Goff dans Le Figaro il y a 2-3 ans, qui explique un résumé un petit peu de tout ce que je pense. Oui, qui explique un peu ce qui ne va pas, en fait, etc. Et comment vous voyez les choses, vous et notamment sur un plan politique, avant 2022, là où on va dans cet affrontement du bipartisme, un peu comme aux États-Unis. Je pense qu'on va avoir des surprises. Vous pensez qu'on va avoir des surprises? Oui, je pense qu'on va avoir des surprises. Je pense qu'il peut se passer ce qui est arrivé à la fin du gaullisme. C'est-à-dire que la France était à droite à ce moment-là. Elle a abandonné De Gaulle pour prendre Pompidou, pour avoir une politique de droite plus moderne et qui corresponde plus aux aspirations du moment. Et abandonner De Gaulle, il fallait le faire. Oui. Bon, il avait une légitimité écrasante. Moi, j'ai une admiration, comme beaucoup de gens, pour le général De Gaulle immense. Toute mon enfance était partagée entre l'amour que j'avais pour mon oncle et l'admiration que j'avais pour De Gaulle. C'était compliqué. Bon. Et je pense qu'on va avoir des surprises. Et je crois d'ailleurs que le président de la République actuel y fait très attention. Et la surprise, c'est Xavier Bertrand. Oui. C'est-à-dire, je pense qu'il a un créneau très important qui est d'incarner ce mouvement de droite, qui est le mouvement de la France profonde, et qui refuse et qui ne votera jamais Le Pen. Une droite plus sociale, quoi, et qui permettrait aussi de... Justement, il y a des gens de gauche qui De Gaulle qui plutôt disent... Pétain. Oui. Voilà. Qui disent que... Pour simplifier. Oui. De Gaulle plutôt que Pétain. Oui, oui. Voilà. Ça nous amène aussi aux échanges, Cécile, entre les hommes politiques aujourd'hui. Quand on a vu l'épisode de Darmanin-Pulvar, dernièrement... De la violence, des mots et des conversations. Et on va écouter cet extrait justement pour en parler juste après. Écoutez. Je vous le dis très simplement, c'est que vous êtes un homme du passé. C'est ce qui m'a frappé. J'aurais souhaité que nous parlions de l'avenir. J'aurais souhaité 3 fois. Je ne peux pas parler de l'avenir avec vous. On a l'impression que l'avenir, ça ne vous intéresse pas. Et dans cette élection présidentielle, si je représente quelque chose, si je crois à quelque chose, c'est à l'avenir de la France. C'est ça qui m'intéresse. Vous êtes un homme du passé. Toutes vos évocations à propos de ce que je propose, c'était le passé, c'était 1969, c'était 1962, c'était 1945. On a l'impression que vous ne voulez pas regarder l'avenir de la France, et si vous ne voulez pas le regarder, M. Mitterrand, vous ne le conduirez pas bien, cet avenir. On a l'impression qu'aujourd'hui, le ton est monté très très haut, voire extrêmement violent entre les hommes politiques, femmes et hommes politiques, alors qu'à l'époque, c'était plutôt assez un écrivain que j'admire énormément, qui est George Orwell, qui a été quand même, qui a combattu dans les rangs républicains pendant la guerre d'Espagne, qui a risqué sa vie, qui a écrit ce chef-d'œuvre extraordinaire qui est 1984, qui critiquait à une période où toute la gauche se couchait devant les communistes et la Russie. George Orwell parlait de la bienséance. Moi, j'ai une anecdote, c'est une anecdote de rien du tout, mais c'est une anecdote révélatrice. Giscard, dans l'attitude qu'il avait avec François Mitterrand, m'a cité un souvenir personnel. Il va voir François Mitterrand 1 mois avant la mort de François Mitterrand. François Mitterrand est mourant. Il va le voir, il allait le voir régulièrement. Et François Mitterrand, non seulement le recevait, mais sollicitait ses conseils. Enfin, il parlait. Bon. Tout ça après les affrontements qu'ils avaient pu avoir. Ça en dit long sur le fonctionnement de la démocratie. Bon. Et c'est bien comme ça. Il va le voir et il arrive rue Frédéric Leplay, où habitait François Mitterrand. Et François Mitterrand, mourant, l'attend sur le trottoir. Il lui dit, mais Monsieur le Président, je sais que vous êtes souffrant.
Et François Mitterrand lui dit, on attend sur le seuil de sa porte quand un président de la République vient. Ce sont les usages. Voilà. Ouais. Et moi, il n'en revenait pas. Il disait, mais aujourd'hui, qui ferait ça? Et c'est lui qui avait raison, et c'était François Mitterrand qui avait raison. Un peu de bienséance, un peu de respect et de courtoisie, ça n'affaiblit pas. C'est comme quand les gens vous disent, vous êtes trop aimable, ils sous-entendent qu'on est faible. Mais non, pas du tout. C'est pas parce qu'on est courtois et poli qu'on est faible. Et c'est finalement le message qu'on envoie à cette génération de dire que si nos politiques sont agressifs et violents... La violente, alors brûlons les voitures dans lesquelles il y a des flics au mépris de leur vie, etc. Faisons n'importe quoi. Eh bien non, ne faisons pas n'importe quoi. Et tout va vite, bien souvent on manque aussi de réflexion oui. par rapport aux choses, hein, quand on réagit sur les réseaux sociaux. On dit aussi souvent qu'il y a un problème aussi d'éducation, parce qu'on a un mauvais regard sur l'histoire, etc. La culture, dans ces moments-là, aujourd'hui, comment lui redonner un petit peu, vous qui avez été ministre justement de la culture, peut-être plus de poids? Alors, la culture, d'abord une première chose, c'est que la culture n'empêche pas la barbarie. Hein. Heydrich jouait du violon, Staline adorait l'opéra, ça n'empêche pas bon. Et ce qui empêche la barbarie, c'est la conscience morale. Hein. Bon. Mais évidemment, la culture y participe d'une manière très très forte. Hein. Et là, on va croire que c'est de la flagornerie, mais là, je suis très content de la ministre de la Culture que nous avons actuellement. Hein. Roselyne Bachelot. Oui, Roselyne Bachelot. Pourtant, elle est critiquée par le milieu culturel. Bien sûr. Quand vous êtes ministre de la Culture, de toute façon, vous en prenez pour votre grade en permanence. Vous en mangez du matin jusqu'au soir. Non bon, je veux dire, c'est pourquoi? Parce qu'il y a à la fois quelqu'un qui vient de la vie active, qui la connaît, et qui en même temps a une pratique culturelle personnelle très très forte, et qui à partir de ce moment-là a un éclairage sur le fonctionnement de la société, et qui a traversé la crise que nous savons, dont elle n'est pas responsable. Et donc la culture permet, bien évidemment, d'éclairer, de formuler un certain nombre de concepts, permet aussi de se rassembler. Je pense que quand on sort d'un concert de Mozart, on n'est pas méchant, a priori. On est plutôt heureux. Bon. La culture, c'est pas Mozart. Oui, non, mais je dis, je donne un exemple. C'est du rap. Voilà, il y a du rap, mais je suis tout à fait d'accord. Mais pas quand le rap est totalement sexiste, violent, incite au meurtre, ce qui arrive aussi. Bon. Mais bizarrement, on s'aperçoit d'ailleurs que les institutions culturelles qui fonctionnent bien font pas de place au rap comme elles devraient. On laisse tout ça au privé, en quelque sorte. Hein. Et ça aussi, c'est une erreur. Hein. Il faut s'intéresser à ça aussi. Il faut s'intéresser à tout ce qui est en train de naître. Il faut regarder. Et puis après, on trie. Mais il faut le regarder avec ce qui doit être la clé d'un regard moral, c'est-à-dire la curiosité d'esprit et une certaine bienveillance au départ. Bon. Ensuite, on choisit. Donc la culture, oui, en France, le ministère de la Culture est très très dur à gérer parce que c'est un ministère incroyablement exposé. On ne sait pas qui s'occupe du ministère de la Sécurité sociale. Personne ne le connaît. Non, enfin, on ne connaît pas. Bon. Tandis que le ministre de la Culture est sans cesse, ou la ministre de la Culture est sans cesse exposée. Bon. Mais oui, la culture, oui. Savoir un certain nombre de choses, oui. S'intéresser à un certain nombre de choses, oui. Et ça, effectivement, c'est une des grandes faillites quand même de la télévision, il faut bien le dire. Hein, qui a beaucoup de choses qui rend les choses absentes. Merci en tout cas. Ce livre est un témoignage en même temps. C'est un entretien, Frédérique Mitterrand, de vous avec Valéry Giscard d'Estaing, sans rancune et sans retenue. Conversation libre aux éditions